Les titres de l'actualité. Au Ghana, la Cour suprême rétablit le parti présidentiel dans sa majorité parlementaire à l'approche des élections générales du 7 décembre. Un nouveau rebondissement dans une bataille juridique déclenchée il y a peu. Les détails dans un instant. Et puis au Sénégal, la campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre marquée par des violences. Un collectif de la société civile se mobilise pour promouvoir la paix. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur le journal international de Tchad Info. À un peu plus d'un mois des élections générales du 7 décembre au Ghana, un jugement de la Cour suprême doit permettre au parti présidentiel de retrouver sa majorité parlementaire. Un nouveau rebondissement dans une bataille juridique déclenchée il y a moins de 2 semaines à la suite d'une décision du président du Parlement de déclarer 4 sièges parlementaires vacants. Qui est compétent pour décider de ce qu'il se passe au Parlement ghanéen? C'est la question qui a été débattue mercredi 30 octobre à la Cour suprême d'Accra. Pour le président du Parlement Alban Bagbin, la plus haute juridiction du Ghana n'avait pas le pouvoir d'annuler la vacance de 4 sièges parlementaires qu'il avait lui-même décrété la semaine passée après la défection de 4 députés. Cet acte avait, de fait, donné la majorité au Congrès démocratique national, le principal parti d'opposition, et avait entraîné la suspension du Parlement pour une durée indéterminée. Faux, lui ont répondu mercredi 30 octobre les 5 juges de l'instance. La Cour suprême a toute compétence en la matière et le requérant est mal informé et a eu une mauvaise compréhension de la loi. La Cour suprême veut éviter que les Ghanéens se retrouvent sans députés et sans possibilité d'élection partielle, ce qui serait un impact irréversible pour les députés pouvant perdre leur siège quelques semaines seulement avant l'élection du 7 décembre, a ajouté la présidente de la haute juridiction. Le rejet par la Cour de la demande d'Alban Bagbin, membre du NDC, ne signifie pas pour autant que la situation va immédiatement revenir à la normale. Pour savoir si le nouveau parti patriotique NPP, le parti présidentiel, récupérera de manière effective sa majorité, il va falloir attendre le 11 novembre. À cette date, la Cour suprême rendra son jugement final sur la constitutionnalité ou non du décret d'Alban Bagbin, sur la vacance des sièges des 4 parlementaires. Cette crise parlementaire avait été engendrée par la décision de 3 députés du NPP et 1 du NDC souhaitant se présenter à nouveau aux élections législatives de décembre, mais sous des étiquettes différentes. Or, la loi ghanéenne interdit tout changement de parti en cours du mandat. En attendant, le Parlement reste toujours suspendu, empêchant par là même de débattre sur des textes cruciaux à l'image de la loi sur le budget pour l'année 2025. À Cali, en Colombie, les négociations sont entrées dans le vif du sujet durant la COP16 sur la biodiversité. Les séances de travail se concentrent sur 2 thèmes majeurs. Le partage des bénéfices tirés de l'utilisation des séquences génétiques des plantes et des animaux et la mobilisation d'un éventuel fonds dédié à la biodiversité, des enjeux importants pour le continent africain. 2 ans après l'adoption de l'accord de Kunming-Montréal pour stopper la destruction de la nature, le premier enjeu de cette COP16, c'est bien que chaque pays fournisse sa stratégie nationale pour y contribuer. À ce jour, peu de pays africains ont livré une stratégie complète. Beaucoup n'ont fait qu'une partie du travail en présentant des cibles, rapporte notre envoyé spécial à Cali, Lucille Gimbert. Ousseynou Kassé est le président du groupe Afrique. Le continent africain a fait beaucoup d'efforts. Nous sommes à 75% des pays qui ont finalisé la cible et qui les ont soumises. Mais pour la soumission des stratégies nationales en matière de biodiversité, le continent africain n'a pas encore pu le faire parce qu'il y a manque de moyens. Les engagements des pays développés en termes de provision d'argent n'ont pas été respectés. À Cali, l'Afrique porte l'appel à l'augmentation des financements pour la nature. Les montants restent en effet bien en deçà des besoins
besoins évalués à 700 milliards de dollars par an. Un fonds spécifique à la biodiversité, la création d'un fonds spécifique dédié à la biodiversité est ainsi à nouveau réclamé par la République démocratique du Congo. Eve Bazaiba est la ministre de l'Environnement du pays. On nous avait donné l'accord pour dire lorsqu'on va arriver à la COP16, nous allons devoir faire un effort pour que ce fonds soit mis sur la table. Et maintenant, nous devons mettre sur la table. Le Fonds mondial pour l'environnement n'est qu'un véhicule provisoire. La position du Sénégal est de créer un fonds pour la biodiversité qui puisse être facilement accessible aux pays africains. Pour Daouda Ngom, ministre de l'Environnement, les fonds climat sont déjà principalement captés par les pays émergents qui peuvent se payer un bureau qui ne travaille que sur ça, ce qui n'est souvent pas le cas dans les pays africains. Et ils ne souhaitent donc pas que l'histoire se répète avec les fonds dédiés à la biodiversité pour les pays développés. Au contraire, le Fonds mondial pour l'environnement, qui héberge actuellement le versement pour la biodiversité, a déjà montré son efficacité. La campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre au Sénégal est marquée par des cas de violence. Après l'incendie du siège d'un parti d'opposition le 28 octobre, des affrontements entre partisans de la coalition d'opposition Takualu et du PASTEF ont eu lieu dans le centre du pays le 30 octobre dans la soirée. Le convoi du Premier ministre Ousmane Sonko a été visé par des jets de pierre qui ont fait des blessés. La violence étant un problème récurrent au Sénégal à chaque élection, 15 organisations de la société civile ont créé le collectif Saksal Jam, promouvoir la paix en Wolof pour imaginer des moyens de l'endiguer. Pour les organisations de la société civile au Sénégal, l'urgence est d'élever le débat, de parler des programmes politiques plutôt que de se lancer des invectives. Moundiaye Cissé, à la tête de l'ONG 3D et membre du collectif Saksal Jam, appelle les acteurs politiques à un sursaut et à plus de responsabilités. Il y a lieu de se ressaisir, mais si les acteurs politiques ne suivent pas, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et quand je dis l'État, je parle du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur pour décourager toute forme de violence en prenant des sanctions contre les acteurs. Le collectif prône plus de célérité dans les interpellations et aussi des responsabilités politiques pour éviter l'impunité. Mais l'idée de ce collectif est aussi de faire un travail de long terme avec 10 personnes déployées dans toutes les régions du pays pour prévenir les actions de violence, un problème chronique en période électorale. Le professeur Babacar Gueye, à la tête du collectif des organisations de la société civile pour les élections, explique. La période qui a précédé cette dernière élection présidentielle a été meurtrière. Nous avons donc jugé bon de mettre en place ce programme-là. Ce que nous voulons, c'est que la paix devienne une culture. Et pour ces législatives du 17 novembre, 1500 observateurs nationaux seront déployés dans les 46 départements pour observer le scrutin et faire état d'éventuels cas de violence électorale. La République démocratique du Congo a lancé ce jeudi 31 octobre dans le sud-ouest du pays, aux portes de la capitale Kinshasa, la campagne de vaccination contre le paludisme. Après près de 25 000 morts l'an dernier à travers le pays, d'après les chiffres officiels, le paludisme est un fléau sanitaire en RDC. Les autorités espèrent inverser la tendance avec le vaccin, notamment auprès des plus jeunes. Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'introduction de ce vaccin administré en 4 doses constitue une avancée significative, fruit de près de 3 décennies de recherche. Dans la localité de Mbanza, Ngunu, dans l'ouest du pays, le gouvernement était représenté par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Romain Chikaya. Jusqu'à présent, les efforts de lutte ont été centrés sur la distribution des moustiquaires, la pulvérisation intradomiciliaire imprégnée d'insecticides et le traitement rapide des cas. Cependant, ces mesures n'ont pas suffi à endiguer l'épidémie. L'introduction de ce vaccin constitue donc une avancée majeure dans notre stratégie. Protéger les enfants, cible principale du vaccin. Les enfants en RDC, le moins de 5 ans, sont le plus touchés par le paludisme et représentent entre 50% et 70% des décès. Pour Romain Chikaya, il faut maintenant convaincre les populations à l'utilité du vaccin. Nous devons sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination et mobiliser toutes les parties prenantes pour que chaque enfant puisse bénéficier de cette protection.
La RDC est l'État le plus frappé par le paludisme sur le continent africain après le Nigeria. Les deux pays représentent 40% des cas à travers le monde. Aujourd'hui, la RDC est le 15e pays africain à adopter le vaccin anti-paludique. Aux États-Unis, il ne reste que quelques jours avant le scrutin présidentiel du 5 novembre. Kamala Harris parcourt les États clés pour tenter de rassembler un maximum d'électeurs. Depuis le début de sa campagne, elle lance des signaux aux républicains dits traditionnels pour les convaincre de la rejoindre. Certains changent de camp, d'autres sont plus timides. La dernière figure républicaine a annoncé son vote pour Kamala Harris et Arnold Schwarzenegger. Mercredi 30 octobre, l'acteur et ancien gouverneur de Californie a publié un long message sur les réseaux sociaux pour dire qu'il votera pour Kamala Harris et Tim Walz un peu à reculons, mais qu'il ne peut pas, après le 6 janvier 2021 et l'assaut du Capitole, voter pour le candidat de son parti. Arnold Schwarzenegger s'est dit américain avant d'être républicain et trop furieux face à Donald Trump pour rester silencieux. Il rejoint ainsi l'ancienne représentante Liz Cheney et le père de celle-ci, l'ancien vice-président Dick Cheney, en son temps par les démocrates. D'autres ont déjà indiqué depuis longtemps qu'ils ne soutiendraient pas Donald Trump sans pour autant annoncer un vote pour la candidate démocrate. C'est le cas de l'ancien vice-président Mike Pence que les émeutiers du Capitole voulaient prendre. Il y a ceux qui gardent le silence comme George Bush, le dernier ancien président républicain vivant de 2001 à 2009 avant Donald Trump ne soutient personne et notamment pas le candidat de son parti. Son entourage a déjà fait savoir qu'il ne dévoilera pas son vote et qu'à 78 ans, il a tourné la page de la politique. George Bush se consacre à la peinture. Toute la famille Bush n'est pas aussi neutre. L'une de ses filles, Barbara Bush, soutient publiquement Kamala Harris. Elle a même effectué du porte-à-porte pour la candidate démocrate en Pennsylvanie. Et on n'a pas entendu dire que son père le lui avait reproché. L'élection présidentielle du 5 novembre s'annonce comme l'une des plus serrées de l'histoire de l'Amérique. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.